Nouvelle immersion dans la séquence consacrée à la construction européenne et à la construction du sentiment d'appartenance européen. Aujourd'hui, troisième séance. Séance consacrée à la dimension histoire des arts, puisqu'après avoir évoqué la construction européenne dans ses dimensions spatiales, géographiques et aussi chronologiques, je vous propose aujourd'hui de découvrir une œuvre d'art dont l'intérêt est d'ailleurs d'être particulièrement ambigu vis-à-vis de la construction européenne. Et cette œuvre déroutante émane d'un artiste lui-même assez déroutant, comme nous allons le voir. Et l'étude d'Anthropa va nous permettre de nous poser la question. C'est pas dit qu'on puisse y répondre d'ailleurs, mais au moins on aura pu se poser la question. Avec Anthropa, David Czerny, artiste provocateur bien connu, a-t-il voulu célébrer la construction européenne ou a-t-il au contraire voulu s'en moquer? En effet, avec Anthropa de David Czerny, je ne garantis pas la prononciation, on se demande bien si le but est de célébrer la construction européenne ou bien de s'en moquer. C'est pour ça que j'ai mis, ce qui est assez rare, un point d'interrogation au titre, parce qu'avec David Czerny, on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser, et finalement nous allons essayer de décoder cette œuvre et ses ambiguïtés, et de nous demander finalement quels sont les points de vue de cet artiste provocateur à propos du sentiment, la construction du sentiment d'appartenance européen. Alors, c'est une œuvre qui est assez inclassable, même si à l'évidence, vous allez vous en rendre compte, il s'agit d'une sculpture, puisque David Czerny est, au départ, un sculpteur, mais c'est une œuvre assez complexe, assez étonnante, et donc je vous invite à vous connecter au site YouTube et à vous rendre sur le lien, en cliquant sur le lien que j'ai mis en dessous de l'image, vous rendre sur la vidéo et la regarder. Elle dure 2 minutes 15 et elle vous permettra de découvrir quelques-unes des facettes d'Anthropa, avec en prime une interview très brève de son auteur, David Czerny. Alors, l'Anthropa de David Czerny est l'occasion d'évoquer très rapidement, très sommairement, parce que ça n'est pas à votre programme, et c'est tant mieux d'ailleurs, parce que c'est d'une assez grande complexité, mais permettre d'évoquer rapidement quand même un peu les institutions européennes. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'Europe, c'est pas qu'une idée, c'est pas qu'un souhait, c'est aussi des institutions, alors qui sont très complexes, qui sont assez différentes des institutions de la Ve République française, ce qui fait qu'on a parfois, nous autres Français, un peu de mal à s'y retrouver. Parce que la rupture entre pouvoir exécutif, législatif, judiciaire est peut-être pas aussi franche qu'en France, mais néanmoins, il existe plusieurs institutions majeures, dont la plus célèbre est probablement la Commission européenne, qui est une sorte de gouvernement, mais sans vraiment en être un, qui s'appuie aussi sur les travaux du Parlement européen, dont une partie des députés sont français, naturellement, et puis les autres, les 26 autres pays membres de l'Union. Ce Parlement qui est à la fois à Strasbourg et à Bruxelles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a d'autres conseils. Alors, deux conseils qui en plus ont la fâcheuse idée d'avoir presque le même nom, le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne. Et celui qui m'intéresse, c'est le Conseil de l'Union européenne, avec des ministres qui sont les ministres de chaque gouvernement et qui se réunissent à chaque fois qu'ils sont concernés. Par exemple, je vous donne un exemple très concret, le Conseil de l'UE a eu à proposer au vote du Parlement
l'interdiction du pesticide, du glyphosate dans l'agriculture des États membres. Et on a donc demandé aux ministres, à l'époque ils étaient 28, il y avait encore les Anglais, aux ministres des 28 États membres, ministres de l'agriculture, de se réunir pour se mettre d'accord pour proposer l'interdiction du glyphosate dans toute l'Europe, dans toute l'Union européenne. Bon, et c'est ce Conseil de l'UE qui nous intéresse parce que c'est dans le hall du Conseil de l'Union européenne, dans le building, dans le bâtiment Julius Lipsius, c'est son nom, à Bruxelles, qu'Entropa a été exposé en janvier 2009, parce que le Conseil de l'UE a une présidence tournante. Tous les 6 mois, l'État qui avait la présidence laisse la place au suivant, selon un calendrier connu à l'avance, tous les 6 mois. Donc c'est pour ça qu'on parle de présidence tournante. La France a abandonné au 31 décembre 2008 la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne et d'ailleurs du Conseil européen, pour laisser la place à la République tchèque. Et le gouvernement de la République tchèque avait demandé, pour fêter l'événement, avait demandé à David Černý de réaliser une œuvre destinée à célébrer l'entrée en fonction de la République tchèque en tant que présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. La France, 6 mois plus tôt, avait installé au même endroit une montgolfière tricolore, certainement de manière à faire comprendre aux autres États membres que la France comptait faire prendre de la hauteur à l'Union européenne pour les 6 mois de sa présidence. Donc là, on voit la sculpture qui fait à peu près 4 mètres sur 4 mètres de David Černý, sauf que Entropa avait été présenté comme une œuvre collective de 27 artistes, parce qu'à l'époque la Croatie n'était pas encore entrée dans l'Union, donc de 27 artistes ou collectifs d'artistes de chaque État membre de l'Union européenne, sauf que ça c'était du bidon, c'était pas vrai, puisqu'en réalité les 26 autres artistes ou groupes d'artistes n'existaient tout simplement pas, puisqu'en réalité, derrière les faux noms se cachait un seul et même artiste, et ce seul et même artiste, c'était David Černý lui-même. Donc on peut dire que cette œuvre elle a été construite sur un canular, sur une imposture, et d'ailleurs ça a été reproché à l'artiste, c'est-à-dire que certains n'ont pas compris que ça faisait partie de la démarche de l'artiste. Donc un tout petit mot sur le bâtiment lui-même, le bâtiment Justus Lipsius, qui est donc le siège du Conseil de l'Union européenne. Vous voyez, bâtiment très moderne, avec de l'aluminium et du verre un peu partout, un bâtiment très transparent qui se trouve donc à Bruxelles, rue de la Loi, mais là, avec David Černý, on aurait dû l'appeler, rebaptiser la rue de la LOL, parce que effectivement, avec Černý, l'humour, mais l'humour grinçant, l'humour moqueur est au pouvoir, et tant pis s'il ne fait pas rire tout le monde. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'exposition Entropa devait marquer les esprits, et sur ce plan-là, David Černý a marqué des points. Il a certainement dépassé les espérances du gouvernement tchèque, qui s'est retrouvé d'ailleurs, bien malgré lui, embringué dans une série de controverses et
et de problèmes avec d'autres gouvernements de l'Union européenne, tout simplement parce que comme le titre la diapo, cette exposition a fait scandale. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas du tout fait rire tout le monde, hein, et en particulier la Bulgarie, parce que c'est vrai qu'en jouant sur les préjugés, sur les stéréotypes, sur les clichés, et on aurait pu s'attendre d'ailleurs à ce que les Français soient représentés avec un béret et une baguette de pain ou un litron de vin rouge sous le bras. C'est pas le cas, mais c'est tout juste. Eh bien, la Bulgarie, elle, a été particulièrement gâtée, puisque la Bulgarie a été représentée sous forme de WC à la turque, c'est-à-dire que ces WC sans siège. Donc c'est une manière de dire que pour Tcherny, la Bulgarie, c'est vraiment comment dire, un objet de mépris, aussi bien pour les Turcs que pour les Européens. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le gouvernement bulgare n'a pas du tout apprécié et a même obtenu des excuses de la part du gouvernement tchèque, car le gouvernement tchèque a refusé de faire décrocher l'œuvre de David Tcherny, mais a exigé de l'artiste qu'il couvre, qu'il voile, si je puis dire, la Bulgarie sous un drap noir pour qu'on ne l'aperçoive plus et que les Bulgares cessent de se plaindre. Bon, il faut dire aussi que le gouvernement tchèque a peut-être donné le bâton pour se faire battre parce que en confiant les clés de l'exposition à David Tcherny, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait une prise de risque extrême parce que David Tcherny est un artiste non conformiste, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire, comme beaucoup d'artistes de sa trempe, ceux qui accèdent à la notoriété publique, il a beaucoup fait parler de lui, et il a beaucoup fait parler de lui en utilisant l'humour, la dérision, en, en ne respectant finalement rien. Et il s'est fait connaître il y a 25 ans, enfin 25 ans c'était en 2009, donc ça fait un peu plus maintenant. Et il s'est fait connaître en repeignant en rose un char soviétique qui avait été installé sur un piédestal, qui était donc devenu une véritable statue, à la gloire de l'armée rouge qui avait libéré la Tchécoslovaquie, comme on l'appelait à l'époque, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui avait libéré la Tchécoslovaquie de l'occupation nazie. Et Tcherny avait, d'une certaine manière, transformé ce char de combat, qui est pas une sculpture, hein, qui est un authentique char de combat au départ. Il avait transformé cet objet de guerre, symbole de virilité, d'une certaine manière, eh bien il l'avait complètement détourné, il l'avait complètement, comment est-ce qu'on pourrait dire, pas défiguré, mais presque, en le repeignant en rose, ce qui était une manière aussi de... C'était un acte politique qui n'avait d'ailleurs pas échappé à l'opinion publique et notamment aux Russes. C'était aussi une manière de finalement moquer le Russe qui, loin en réalité d'avoir libéré la Tchécoslovaquie, l'avait plutôt occupée et en avait maltraité les habitants, épris de liberté, au temps de la guerre froide, parce qu'effectivement, la Tchécoslovaquie, hein, on l'a vu, ou on va le voir en histoire, la Tchécoslovaquie, c'est un satellite de l'URSS au temps de la guerre froide, et que les habitants n'y étaient pas plus libres que les Russes eux-mêmes, ou que les Est-Allemands, ou que les autres habitants de ce qu'on appelait à l'époque les démocraties populaires.
Donc, vous voyez, ça c'était signé David Czerny et cet artiste a récidivé en de nombreuses autres occasions. Avec souvent, d'ailleurs, il faut bien le reconnaître, des connotations sexuelles à ses œuvres. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai été un peu embêté parce que je ne pouvais pas vous montrer tout ce que l'artiste a pu commettre de célèbres mais aussi d'irrévérencieux. Il a par exemple installé une gigantesque statue, là aussi rose, il me semble que c'est dans sa ville natale, hein, et qui a la forme d'un gigantesque doigt d'honneur, par exemple. Bon, voilà, ça c'est du David Czerny tout craché. Voilà, je vous ai mis deux œuvres sur lesquelles il apparaît en haut premier plan. Ces œuvres apparaissent en arrière-plan. Deux œuvres qui sont présentables pour un public de mineurs, vous voyez, notamment ce bus impérial anglais qui semble surgir de terre ou qui semble faire des pompes avec des bras qui lui ont poussé hors de la carrosserie. Voilà, bon, ça c'est typiquement du David Czerny. Donc il ne fallait pas attendre de David Czerny que pour célébrer la construction européenne, il fasse dans ce qu'on appelle le politiquement correct. Parce que le politiquement correct et David Czerny, ce sont deux choses véritablement opposées. Alors, on ne va pas passer en revue les 28 pièces de ce puzzle, finalement, que nous propose David Czerny à travers Anthropa. On ne va pas étudier les 28 pièces, ça serait intéressant, mais on n'a pas le temps. Donc, je vais vous donner un ou deux exemples pour bien montrer à quel point le message diffusé par Czerny peut fâcher. Et bien, par exemple, prenons la Pologne très catholique, la Pologne très conservatrice, hein, qui a des idées très très arrêtées sur la famille, sur même j'allais dire les pratiques sexuelles autorisées ou non par l'Église catholique. Eh bien, vous avez sur cette partie de la sculpture, vous avez des prêtres catholiques, hein. N'oubliez pas que la Pologne a fourni assez récemment un pape à l'Église catholique, un pape de Rome qui s'appelait, ben j'ai oublié son nom, Jean-Paul II, voilà, mais Jean-Paul II, de son vrai nom Karol Wojtyła, donc qui était polonais, et donc les Polonais qui sont représentés sous forme de prêtres, revêtus de leur uniforme, j'allais dire le plus classique qui soit, vêtus de noir, qui sont en train de planter en plein milieu de la Pologne un drapeau, mais non pas du Vatican, mais un drapeau arc-en-ciel qui est le signe de ralliement, qui est l'emblème, qui est l'étendard des causes LGBT, plus la cause homosexuelle en particulier. Or, en Europe de l'Est en général, notamment en Hongrie, mais tout particulièrement aussi en Pologne, il est clair qu'on n'a pas une grande tendresse pour les homosexuels, pour la minorité homosexuelle, et probablement que David Czerny a voulu critiquer l'attitude des Polonais qui sont très très fermés sur la question des droits aux minorités homosexuelles, et donc il a voulu critiquer ainsi la Pologne, et il faut le reconnaître, la Pologne, comme la Bulgarie, pour des raisons différentes, a assez mal apprécié ce message. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est pour ça que j'ai choisi de faire un zoom sur la Pologne et la cause homosexuelle défendue par David Czerny. C'est parce que vous savez que j'aime bien établir des correspondances artistiques. Or là, il est évident qu'il y a une corrélation, une influence très nette d'une des photographies les plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale, une photographie qui est un véritable petit miracle parce qu'elle prise en plein combat, parmi les combats les plus sanglants du Pacifique, lors de la prise de l'île japonaise d'Iwo Jima
par les Américains le 23 février 1945, cette photographie qui a été intitulée Raising the Flag, hein, c'est-à-dire en érigeant le drapeau, en plantant le drapeau au sommet de la montagne la plus haute de cette île japonaise d'Iwo Jima, où on voit des Marines qui sont en train de célébrer d'une certaine manière la victoire américaine dans cette île du Pacifique, et on voit bien la parenté, hein, entre la photographie et la sculpture de David Czerny. Le clin d'œil. L'idée que finalement la cause homosexuelle est aussi un combat dont devrait peut-être s'emparer l'Église, qui se veut amour et tolérance. Autre cliché, autre stéréotype, la Roumanie, qui est finalement réduite à une sorte de Luna Park, à une sorte de train fantôme, une attraction de fête foraine, avec évidemment comme vedette le comte Dracula, hein, le célèbre vampire. Bon, là aussi, les Roumains ont modérément apprécié, parce que bon, ils sont très fiers effectivement de leur Dracula, c'est sûr, mais de là à faire des Roumains des descendants de vampires, bon, et de limiter la Roumanie juste à ça, ça n'a pas non plus forcément été très apprécié. Donc chacun en prend pour son grade, hein, le Portugal qui est transformé en plancha, hein, puisqu'on voit des morceaux de viande qui s'apprêtent à être grillés, voilà, sur la plancha que représente le Portugal. On voit aussi le Danemark en haut à droite qui est transformé en Lego. Il faut dire que hein, la marque Lego vient du Danemark, hein, et que les Danois sont très très fiers de ce grand apport dans le domaine ludique, dans le domaine des jeux de société, des jouets à monter. On voit aussi, ça doit être l'Écosse, j'imagine, transformée en cornemuse, l'Écosse qui est une partie intégrante du Royaume-Uni. Bon, on aperçoit aussi l'Autriche en bas à droite qui est représentée comme une sorte de pâturage sur lequel auraient poussé des centrales nucléaires, ou l'Espagne qui est en train d'être complètement bétonisée, hein. C'était l'époque où l'Espagne s'était lancée dans de gigantesques travaux, tous azimuts, pour construire des autoroutes, pour construire des aéroports, pour construire des villes, pour construire des parcs de loisirs, tous moins rentables d'ailleurs les uns que les autres, mais c'est l'Union européenne qui finançait généreusement le développement de l'Espagne, donc pourquoi ne pas en profiter? Et donc on voit que bon, parfois la critique de Czerny n'est pas très subtile, hein, transformer l'Écosse en cornemuse, bon ça va pas très loin, c'est à la portée de tout le monde, mais critiquer par exemple l'argent jeté par les fenêtres par l'Union européenne en Espagne, ça c'est plus subtil, c'était assez vrai d'ailleurs, hein, l'avenir l'a prouvé, donc comment dirais-je, toute l'œuvre de David Czerny n'est pas d'une qualité égale. Certaines pièces du puzzle européen sont mieux réussies que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est quand même très très caustique, c'est très corrosif. Très clairement, c'est pas destiné à plaire aux nationaux qui sont concernés par la représentation de leur propre pays. Alors, il est temps, comme d'habitude, de remplir la petite fiche d'identité de cette œuvre au parfum de scandale, hein, dont nous venons déjà de parler. J'ai pas encore parlé de la France, mais elle est en bonne place dans ce puzzle européen et elle aussi aura droit à sa part de critique. Donc, je vous laisse remplir la petite fiche et le corriger, et juste après, comme d'habitude. Voilà, donc
Anthropa, c'est le titre de l'œuvre, donc dû au talent de David Czerny, artiste, sculpteur, conceptuel tchèque, donc, qui a livré son œuvre en 2009, en janvier 2009, qui a été commandité par le gouvernement tchèque de l'époque. Donc c'est une sculpture, certes un peu inhabituelle, puisque d'art conceptuel. Bon, c'est une sorte de carré de 4 mètres sur 4 mètres, et qui donc rappelle les grappes, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, les grappes de pièces détachées en plastique pour monter des maquettes d'avions, de voitures, de bateaux, de ce que vous voulez. Voilà. Tous ceux qui ont fait des maquettes reconnaîtront l'œuvre de Czerny, forcément, puisqu'elle s'en inspire. Et donc le public, c'était tous les visiteurs et les membres du Conseil de l'Europe, tous ceux qui se sont rendus à un moment ou à un autre pendant les 6 premiers mois de l'année 2009 à l'intérieur du bâtiment Julius Lipsius à Bruxelles, en Belgique. Alors voici le moment que vous attendez tous et toutes, j'imagine. Il est temps d'analyser et de décrire cette œuvre assez déroutante et délibérément provocatrice qu'est Anthropa. Et donc je vais vous demander d'identifier, alors c'est pas forcément toujours très facile, mais d'identifier 9 des éléments de la construction européenne selon David Czerny. Donc observez bien, le corrigé arrive. Donc Czerny joue avec les stéréotypes, les clichés, la caricature nationale. Donc par exemple, et parfois il les superpose. Donc par exemple, dans le cas de l'Allemagne, l'Allemagne est représentée sous forme d'un enchevêtrement d'autoroutes, parce que c'est vrai que l'Allemagne et l'Italie ont inventé les autoroutes. Le malheur, c'est que l'Allemagne et l'Italie ont inventé les autoroutes à l'époque d'Hitler et de Mussolini, et que l'invention finalement des autoroutes est associée au fascisme et au nazisme, et c'est pour ça que certains croient voir, alors David Czerny a toujours nié, mais certains croient voir dans cet enchevêtrement d'autoroutes l'ébauche d'une croix gammée. Et de rappeler que l'Allemagne a été le cancer de l'Europe à l'époque du nazisme. Ce que le gouvernement allemand n'a pas non plus beaucoup apprécié. La Bulgarie, j'en ai parlé, donc les WC à la turque, qui rappellent l'ancienne domination turque sur cette région du sud-est de l'Europe, avant 1914. La France. La France est drapée d'une banderole en grève, qui rappelle les grandes grèves comme celle de 1936, au temps du Front Populaire, les grèves de mai 68 ou plus récentes de 1997 par exemple. Bon, eh bien, comme si les Français passaient leur temps à être en grève, c'est très largement un cliché. Les statistiques prouvent que la France n'est pas un pays qui connaît forcément plus de grèves que beaucoup d'autres, mais c'est comme ça, c'est ancré dans les mentalités. Et donc Czerny rappelle que la France est peuplée de râleurs et que les mouvements sociaux paralysent régulièrement le pays, à l'image des grèves de la SNCF par exemple. Bon, l'Italie est transformée en terrain de football. Bon, ça c'est un grand classique, avec des joueurs qui ont chacun un ballon dans les mains, comme ça leur évite d'avoir à se disputer. Le duché du Luxembourg est épinglé d'une affiche à vendre. C'est une manière de dénoncer dans le duché du Luxembourg ce micro-État européen qui est parmi les fondateurs du traité de Rome de 1957, un véritable paradis fiscal, comme peut l'être aussi le Grand-Duché du Liechtenstein, comme peut l'être la Principauté d'Andorre, ou comme peut l'être aussi
Monaco, la principauté de Monaco, voilà, donc c'est une manière de dire que le Luxembourg n'a pas vraiment de, comment dirais-je, de ligne directrice, de morale, et qu'elle se vend au plus offrant, aux banques, aux mafias, et qu'elle fait notamment du blanchiment d'argent sale une de ses spécialités. Les Pays-Bas sont recouverts par les flots. Ben oui, hein, c'est un pays qui est menacé d'être submergé par la mer du Nord, hein, puisque une bonne partie des Pays-Bas sont sous le niveau de la mer, hein, protégés de la mer du Nord par des digues, mais ces digues peuvent lâcher, c'est déjà arrivé par le passé. Et Tcherny rajoute une petite touche qui là aussi a beaucoup fait couler d'encre et de protestation. Les seuls éléments qui surnagent des Pays-Bas, ce sont des minarets de mosquées, parce que la communauté musulmane est très importante aux Pays-Bas. Et c'est un débat entre musulmans et non-musulmans aux Pays-Bas, hein, avec une extrême droite très forte qui fait de gros scores électoraux sur le thème de l'invasion islamiste. Donc c'est une manière aussi pour David Tcherny de, comment dirais-je, d'appuyer là où ça fait mal et de mettre en valeur l'islamophobie, l'intolérance religieuse envers l'islam d'une partie de l'opinion publique hollandaise. Bon, les prêtres catholiques qui plantent un drapeau arc-en-ciel aux couleurs LGBT dans le sol polonais, ça j'en ai parlé, la Roumanie j'en ai parlé aussi. Et alors, le meilleur pour la fin, c'est que David Tcherny, on en pense ce qu'on en veut, hein. Certains disent que c'est un faussaire, que c'est un imposteur, que c'est un escroc, mais par contre, il faut reconnaître que sur ce coup-là, c'est un génie, c'est un visionnaire, parce que justement, pour le Royaume-Uni, il a laissé un emplacement vide. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une manière de faire comprendre que les Anglais ne se considéraient pas comme des Européens. Or, on est en 2009, c'est-à-dire qu'on est quand même presque 10 ans avant le Brexit. Et cette partie d'Entrepas a le mérite de nous faire comprendre que si les Anglais ont décidé majoritairement de quitter l'Union européenne, c'est pas sur un coup de tête, et qu'en réalité le mal était profond, et qu'en réalité le désamour, on peut le dire ainsi, entre les Anglais et le sentiment européen était déjà perceptible, était déjà très important dans les années précédant le Brexit, hein, puisqu'encore une fois l'œuvre de Tcherny date de 2009, et qu'il avait bien compris que le Royaume-Uni ne se sentait pas à sa place au sein de la construction européenne, et que le sentiment d'appartenance à l'Europe était tout sauf fort chez les Anglais. Du coup, on en arrive fort logiquement à la conclusion de notre étude, c'est-à-dire le dernier exercice, c'est-à-dire essayer de décoder, d'interpréter l'œuvre et les intentions de l'artiste. Alors, c'est pas forcément très évident, surtout dans le cas d'une œuvre comme celle-ci, avec un artiste qui s'amuse beaucoup avec les réactions des gens, qui dit tout et son contraire, qui nie avoir représenté une croix gammée dans le schéma autoroutier allemand par exemple. Est-il sincère, ne l'est-il pas? Mystère. Mais bon, donc je vous propose comme d'habitude d'essayer d'associer les 5 éléments des colonnes de gauche aux phrases qui vont avec, phrases qui commencent toutes par un verbe à l'infinitif, parce que je vous le rappelle une nouvelle fois, exprimer un message, c'est passer à un moment ou un autre par un verbe. Alors, la grappe en plastique, c'est tout simplement rappeler que la communauté européenne est une construction géopolitique, que l'Union européenne, c'est un ensemble de pièces détachées
qui ont décidé de se regrouper pour former un ensemble cohérent. C'est ni plus ni moins que la description, pourquoi pas du Royaume-Uni, ou des États-Unis d'Amérique, par exemple. Ça n'a rien d'exceptionnel que le destin de la construction européenne. On l'a déjà vu ailleurs. Les 27 pièces permettent à Czerny de jouer sur les stéréotypes attachés aux différents peuples européens. Oui, il n'existe pas un peuple européen, il existe des peuples européens avec des caractéristiques, des différences culturelles, sociétales, mentales, tout ce que vous voulez, particulièrement fortes. Le hall du Conseil européen célèbre le fait que l'idée européenne est concrétisée par des institutions. Oui, il y a un gouvernement de l'Europe, alors qui ne plaît pas à tout le monde, certes, qui est assez complexe, qui a bien des défauts, mais qui a quand même le mérite d'exister. Chaque pièce est unique, donc ça revient encore une fois à souligner le fait qu'il n'existe pas un peuple ou une identité européenne unique, mais par contre, il y a un sentiment d'appartenance européen commun. C'est-à-dire que les Belges, les Espagnols, les Allemands, les Grecs ne sont pas un même peuple, mais ils ont en commun d'avoir des valeurs communes, la démocratie, la liberté, les droits de l'homme par exemple, certains niveaux de développement aussi, qui font qu'ils ont envie de vivre ensemble. Et c'est ça, au fond, le sentiment d'appartenance et l'idée que vivre ensemble, c'est aussi accepter les défauts des uns et des autres, ou le fait que les uns et les autres ne soient pas d'accord avec vous à 100% sur tout. Comme dans un couple, en fait. Et pour finir, l'emplacement laissé vide, c'est prophétisé avec 10 ans d'avance le Brexit du Royaume-Uni, c'est-à-dire que les Anglais ne se sentaient pas à leur place et n'avaient pas envie, finalement, de partager le même sort que les 27 autres populations des 27 autres États membres de l'Union européenne. Voilà. Bon, j'espère que cette œuvre vous aura plu et qu'elle vous aura permis de mieux comprendre la complexité de la construction européenne, mais aussi sa richesse, sa diversité, et la diversité, la richesse du sentiment d'appartenance européen.